Bonjour à toutes et à tous, chers amis de Gold TV. Nous sommes avec le professeur Dodji Amozovi. Il est le directeur du laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement. Avec lui, nous allons faire le tour de l'actualité politique. Nous allons parler du regard du sociologue sur tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin en matière de politique. Bonjour, professeur. Monsieur le journaliste, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Professeur, lorsque nous regardons un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, la révision de la Constitution qui a buté à un mur, la révision du code électoral et les craintes suscitées de part et d'autre, vous, en tant que sociologue, chercheur, quel est le regard que vous portez sur tout ceci? Eh bien, écoutez, je vous remercie pour la question que vous me posez, mais je voudrais d'abord saluer les amis internautes qui nous suivent de par le monde. Je voudrais aussi vous remercier et admirer le travail que vous faites pour décrypter l'actualité, pour analyser et pour offrir aux amis internautes, aux amis du numérique, aux amoureux de l'information, la bonne information. C'est très, très louable et très admiratif pour ce que vous faites là. Vous me posez la question de mon regard, le regard du sociologue sur l'actualité sociopolitique chez nous au Bénin. Je dirais que c'est normal. C'est normal que notre société soit dynamique dans tous ses compartiments, que ce soit l'économique, le social, le politique, le culturel, le technologique. Pour l'instant et pour le propos qui nous concerne, c'est les mutations, c'est les transformations sur le plan politique au Bénin. Le premier niveau, pour reprendre votre question, c'est bien entendu le refus par l'Assemblée nationale, donc par le peuple, de réviser la Constitution. Je trouve cela d'une normalité quotidienne. Ça rentre dans ce que on peut appeler les éléments constitutifs du changement social. Mais pour le cas du Bénin, il est notoire de constater que pour une raison ou pour une autre, le peuple béninois est extrêmement, je ne dirais pas jaloux, mais cherche à préserver sa constitution parce qu'on l'a présentée, cette constitution, et c'est vrai que c'est un peu notre livre sacré, c'est le livre le plus sacré, c'est le fondement de notre vivre ensemble. Et puisque le Béninois tient à la bonne santé de ce vivre ensemble, tout ce qui est nouveau gêne. Et ça, c'est aussi le sociologue qui parle. On a une certaine distance, on a une certaine méfiance, on a un certain doute par rapport à tout ce qui est nouveau. On ne sait pas, on est déjà habitué à quelque chose. Ça, c'est le premier. Donc, je note un amour profond entre le peuple béninois et sa constitution, ce qui explique que on prend des gants, on est très précautionneux à chaque fois qu'on veut toucher à la constitution. Mais de l'autre côté, je note aussi un désamour, puisque la constitution, en tant que socle, en tant que ciment, en tant que fondement de notre vivre ensemble, fondement légal de notre vivre ensemble, devrait aussi être au pas de la société, devrait connaître aussi une dynamique qui suive la vie, qui suive la marche de notre société. On ne devrait pas en faire un élément fossilisé, un élément de musée. Elle doit être dynamique. Dans tous les pays du monde, toutes les constitutions évoluent avec les enjeux majeurs, avec les réalités contemporaines de toutes les sociétés. Et là, si le peuple béninois face à des réalités prégnantes, à des réalités claires, à des problèmes sérieux, et met toujours une certaine méfiance, je note un désamour entre le peuple et les politiciens en général, et la politique en général, la réalité politique en général. Peut-être que notre société, on dit chat échaudé, craint le froid, et se dit, est-ce que prête beaucoup d'intentions le peuple béninois a fait beaucoup de procès d'intention
aux politiciens parce que de tout temps, déjà, c'est un peu la morale politique, mais chez nous, sous les tropiques et au Bénin, pendant longtemps, elle fonctionne un peu comme si je suis politicien, je ne fais pas ce que je dis et je ne dis pas ce que je fais. Par rapport à ça, il y a pendant longtemps, en tout cas jusqu'en 2016, il y a un sédiment de méfiance, de précaution, de peur vis-à-vis de la population. Et là encore, il faut ajouter que dans tous les peuples, au niveau de tous les peuples, dans toutes les sociétés du monde, il y a toujours une sorte d'insatisfaction. Soit parce qu'on a mis là-bas un peu trop au moment où on s'engageait, on faisait des promesses électorales, au moment où on présentait des programmes, soit parce qu'on a dit les choses comme elles doivent être dites, mais à l'application, le politique et le peuple se rendent compte que ce n'est plus ce qu'on avait prévu qu'on est en train de faire, parce qu'il y a souvent des conjectures qui viennent et qu'il faut... Mais l'effort devrait être fait afin que ce que je dis, je puisse le faire, ou ce que je fais, je puisse le dire clairement. Si on fait ça, le peuple béninois devrait comprendre que la Constitution est un document qui est appelé à évoluer. C'est la loi fondamentale et une loi qui est sclérosée, n'accompagne pas le développement. Donc par rapport à ça, voilà les différents niveaux d'analyse que je dois faire. Si je dois me synthétiser, oui, le peuple est très amoureux, très jaloux et très protecteur de sa constitution. On ne va pas la toucher comme une simple, comme on enlève et on change, ou bien on recoue un pantalon. Et c'est normal, puisque notre vivre ensemble au niveau de la loi se trouve là. Deuxième chose, le peuple béninois, pour différentes raisons, connaît une sorte de désamour avec la chose politique en général, parce que pendant longtemps, on les a habitués, ou on l'a habitué à ne pas vivre ce qu'on a promis. Soit ce peuple-là aussi est un peu trop exigeant. Et quand vous parcourez le monde, la dynamique politique a toujours été comme ça. Le seul cas qui me reste, c'est l'amour du peuple allemand avec son chancelier Helmut Kohl qui a fait des décennies au pouvoir. Sinon, l'alternance au pouvoir est le sang qui vivifie la démocratie. Et pour changer, il faut bien que les adversaires ou les acteurs d'en face, comme on le dit, puissent trouver les failles pour montrer qu'en réalité, celui qui est là depuis longtemps ne fait pas bien. Tout cela pris en compte, je n'irai pas jusqu'à dire que notre peuple, notre société est amnésique. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on oublie un peu trop vite. Je dirais simplement que le peuple, pour diverses raisons, est un peu trop exigeant. Est-ce qu'il faut être patient avec le politique? Je ne vais pas m'aventurer à répondre à cette question. Est-ce qu'il faut être exigeant avec le politique? Oui, il faut que le peuple soit exigeant pour que la base soit toujours maintenue. Alors, à l'analyse, lorsqu'on regarde le comportement des députés, notamment les députés de la majorité présidentielle, la Constitution, sa révision ayant buté à un mur, ils ont corsé, n'est-ce pas, les mesures au niveau du code électoral. Finalement, où se trouve le peuple dans cette action des députés? Est-ce que ce n'est pas ces genres d'actions qui font que le peuple se sent un peu méfiant? Écoutez, lorsque vous écoutez les différentes parties, d'un côté, les députés qui ont voté le nouveau code électoral vous disent que ce code est complètement inclusif, tient compte des forces politiques en présence. De l'autre côté, on dit on crie à l'exclusion, on crie à ci, on crie à ça, etc., etc. Non, je ne pense pas. C'est de bonne guerre. Il faut le comprendre comme ça, c'est de bonne guerre. Où se trouve le peuple? C'est le peuple qui s'est exprimé.
à l'Assemblée nationale, c'est le peuple, les représentants du peuple qui sont là. Et si la majorité des députés dit quelque chose, nous devons comprendre parce que c'est la convention, c'est ce que nous sommes dit. Et lorsque le député au Bénin, qui est le député représentant le peuple, lorsque le Parlement en entier va dans une direction, c'est le peuple qui va dans cette direction. Il peut arriver que le peuple se trompe. On reconnaîtra tous ensemble qu'on s'est trompé à un moment donné face aux réalités qui sont les nôtres à ce moment-là. Et dès qu'on se rendra compte qu'on s'est gouré, on va revenir pour corriger ce que nous avons décidé que nous allons faire. Donc, que d'un côté ou de l'autre, ça défende sa paroisse, c'est de bonne guerre. Ce qui est sûr, quand les acteurs politiques passeront, le peuple sera toujours là et il va faire le bilan, il va prendre en compte un certain nombre de paramètres pour corriger ce qui est fait jusque-là ou les erreurs qu'on a dû faire à un moment donné. Voilà, professeur, on va également s'intéresser un peu au désamour. Lorsqu'on regarde un peu les résultats des élections, depuis 1990, on a commencé cette marche de la démocratie, mais au fil du temps, on sent que le peuple tend à s'éloigner de la chose politique. En témoignent les différents résultats, les différentes participations aux joutes électorales. À cette allure, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour pouvoir ramener cette confiance du peuple à la chose politique? On va exactement faire ce qu'on n'a pas bien fait hier. Et l'une des choses qu'on n'a pas bien faites hier, c'est que les partis politiques, en tant que creuset d'éducation, n'ont pas éduqué leurs militants d'abord, n'ont pas toujours montré l'exemple, n'ont pas été à la hauteur, puisqu'il leur revient avant et après tout, de prendre en charge l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à la chose politique de leurs militants en main. Mais regardez pendant longtemps, et c'est là qu'il faut tirer un grand coup de chapeau. Quels que soient les problèmes qui existent aujourd'hui par rapport à la réforme du système partisan, il faut tirer un grand coup de chapeau à cette volonté de vouloir réformer le système. Imaginez qu'avant l'ère de la réforme, il n'y avait de partis politiques que de nom. Il n'y avait de partis politiques que de puissance financière. Vous pouvez rester pendant des années, pendant des dizaines d'années à vous échiner sur le terrain, à accompagner les militants, à les former d'une manière ou d'une autre. Et puis, du jour au lendemain, quelqu'un vient d'une institution internationale, donc de l'extérieur, ou quelqu'un a amassé beaucoup d'argent et balaye tout ce que vous avez fait en une semaine, ce que vous avez pris 5 ans à construire, parce qu'on a laissé l'argent devenir complètement maître dans cette sphère, dans ce domaine-là. Et donc, dans ces conditions, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi militer au sein d'un parti politique si, après tout, l'argent va dicter sa loi et emporter le siège. Mais les dirigeants actuels, en fait, depuis 2016, ont vu qu'il est bien de renverser la tendance pour que les partis politiques soient de véritables structures qui encadrent la vie politique, qui animent le débat politique avec d'autres forces, certainement. Et là, je pense, une fois que les partis vont être stabilisés, l'éducation des militants à l'intérieur des partis, la formation des militants, cette éducation et cette formation prendront leur envol. Et à partir de ce moment, on corrigera d'une bonne manière ce que vous exposez. La deuxième chose, c'est que du moment où les partis politiques deviennent les maîtres du jeu politique, il y aura forcément la dynamique et la démocratie interne au sein des partis, ce qui va limiter un certain nombre de parvenus, ce qui va limiter un certain nombre de gens nouveaux, ce qui va limiter un certain nombre de dérives et qui amènera dans une discipline partisane le politique qui est aux affaires, un peu ce que je disais, à faire ce qu'il dit et à dire clairement ce qu'il fait. Et lorsque on mettra ces deux réalités ensemble, la formation, l'éducation des militants, l'animation de la vie politique par les partis politiques, et puis la sincérité et la transparence dans les actions politiques, je pense que l'amour reviendra. L'amour entre le Béninois, entre le citoyen et les partis politiques reviendra.
Alors, cette entrevue tire à sa fin, professeur. Lorsque nous nous intéressons un peu toujours à la chose politique au Bénin, nous venons de faire moins de 50 ans de démocratie. Nous sommes en train de traverser peut-être des crises de maturité selon certains. Vous, de votre regard de sociologue, qu'est-ce que nous traversons? Écoutez, la démocratie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et c'est normal que nous puissions avoir des hauts et des bas. La démocratie aussi, et l'erreur que nous faisons souvent, c'est de considérer que la démocratie peut être un prêt-à-porter que nous allons enfiler. Il suffit de regarder tel modèle à gauche, tel modèle. Non, 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 non. Chaque fois qu'on le dit comme ça, chaque fois qu'on prend la démocratie dans sa position universaliste, on passe à côté. Ce que nous vivons, c'est que est-ce que nous avons pris suffisamment le temps de concevoir notre habit démocratique, notre veste démocratique? Est-ce que nous sommes dans notre maison démocratique à nous? Ou bien nous avons ouvert notre parcours démocratique à beaucoup de références extérieures qui ne s'appuient pas sur notre culture, qui ne s'appuient pas sur nos réalités? Évidemment, quand on cherche à tropicaliser, j'aime pas trop le mot, mais à concevoir un processus démocratique, une marche démocratique, les universalistes démocratiques montent tout de suite au créneau pour dire « Ah, c'est une fenêtre que vous laissez ouverte pour dire oui, dans tel pays, nous ne sommes pas encore au bon niveau, donc on peut accepter une dose de dictature, on peut faire ci, on peut faire ça. » Non, là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Je ne connais pas un seul pays au monde qui s'est développé avec la démocratie, honnêtement. Il peut renforcer son développement, il peut maintenir son niveau avec la démocratie. Mais regardez, dites-moi, dans le cours de l'histoire, une seule nation démocratique au monde qui a amassé, qui a mis en place sa base de développement, son niveau de développement qu'il a aujourd'hui, qui a mis en place la base avec un système démocratique. Et quand je dis ça, ce n'est pas une porte ouverte au totalitarisme ou à la dictature. C'est un plaidoyer pour que nous nous imposions nous-mêmes une certaine discipline, une certaine manière de faire, parce que le respect de la loi, qu'on se soit même prescrite, est déjà le début de la liberté. Dès que nous allons comprendre cela et que nous allons mettre cela en pratique, nous allons véritablement décoller. De toute manière, que nous la consommions locale, ou que nous la considérons comme un prêt-à-porter démocratique, la démocratie est un processus, c'est toujours processuel et on n'atteindra jamais la pleine démocratie. C'est un travail au quotidien. Ça explique que le niveau où nous sommes aujourd'hui, dans la gouvernance ou dans le pilotage de l'avion démocratique béninois, il puisse y avoir des turbulences et c'est normal. Je finirai en disant que notre démocratie est extrêmement jeune. Les démocraties des millénaires connaissent parfois des problèmes pires que ce que nous connaissons. Nous n'allons pas nous autoflageller, nous n'allons pas aussi nous gargariser en disant que c'est la grande forme démocratique. Je crois que c'est dans l'ADN de la démocratie de se nourrir de ses propres erreurs pour corriger sa marche. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que tout se passe en sorte que le Béninois puisse intégrer les exigences et les positionnements démocratiques, la morale politique, la morale démocratique, pour que nous puissions engranger la révélation de notre pays. Voilà, c'était donc à l'instant le professeur Dodji Amuzovi. Il est le directeur du laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace, Développement. Avec lui, on a fait le tour de l'actualité politique, notamment la démocratie béninoise à l'école, de l'exercice des lois, de l'application des lois. Et donc, on peut toujours nourrir de l'espoir parce que chaque démocratie vit de ces crises-là pour pouvoir grandir. Merci à chacun et à tous. Bonsoir chez vous.